Bonjour tout le monde, bon midi. Euh, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Alain Dumas, c'est le PDG du Panier Bleu. Panier Bleu, on s'en souvient tous, c'est il y a un an et quelques jours et Alain est entré en fonction en mars. Donc, ça a été une initiative lancée un peu sur les chapeaux de roue durant la dernière année. On en avait parlé il y a plusieurs mois avec Alexandre Taillefer, qui avait été très impliqué dès le départ dans l'idée. Et je trouvais que c'était intéressant de faire le point à ce moment-ci. On est dans célébrer les anniversaires d'un an. Là. Hier, on était dans la commémoration de toutes les victimes, puis c'était un moment très solennel. Je pense qu'aujourd'hui, on peut regarder quand même ce que des gens ont appelé peut-être les effets positifs de la pandémie, à prendre conscience de l'importance de nos produits locaux, regarder l'achat local comme étant un geste qu'on peut faire, qui est un geste à la portée de tout le monde, puis un geste à portée économique. Et le dernier point, comment on s'organise. Au fil du temps, on a vu, il y a eu à la fois de la part du panier bleu lui-même des déclarations sur comment on veut évoluer. Il y a des partenaires qui sont venus en cours de route. Il y a eu du financement. On a vu la Banque nationale, le Mouvement des jardins embarquer. Donc, on est sur une trajectoire et c'est important aujourd'hui peut-être de faire le point, de regarder les prochaines étapes et de regarder ce qu'on doit poser comme geste pour faire en sorte que le panier bleu là, réponde à tous les espoirs. Donc, comme à l'accoutumée, Alain va avoir le temps de faire sa présentation et après ça, il a gentiment accepté qu'on puisse échanger. Je vais lui poser des questions. Peut-être, Alain, simplement pour dire en terminant, parce que je présente rarement les gens, mais il y a beaucoup de gens qui sont entrés en poste durant la pandémie, puis tout le monde ne les connaît pas nécessairement. Donc, simplement pour dire que tu as travaillé 30 ans dans le secteur privé au niveau du commerce de détail, en fait plus de 30 ans, dont 30 ans chez Sobeys, beaucoup de postes reliés au numérique et tu es un des pionniers du commerce électronique au Québec. Donc, ça explique un peu pourquoi c'est toi l'homme de la situation. Et puis, dans les prochaines minutes, on va mieux comprendre comment tu vois l'évolution de l'organisation. Je te cède la parole. À tout de suite. Merci Michel. Premièrement, merci de m'avoir présenté comme un pionnier, non pas un dinosaure. C'est plus positif vu de cette façon-là. Écoutez, je voulais juste vous faire une courte présentation, effectivement, du panier bleu, parce que le panier bleu, en fait, a vu le jour, si vous vous en souvenez bien, au mois d'avril l'an dernier. Ça fait pas tout à fait un an qu'on existe, mais ça a été lancé en avril. Et le but, c'était vraiment de mettre de l'avant, je vous dirais, une initiative pour essayer de faire la promotion de l'achat local. Donc, j'ai fait juste une petite timeline en mauvais français de ce que le panier bleu a fait depuis le mois d'avril. Donc, la première chose qu'on a essayé de faire au mois d'avril, vous savez, on avait deux clients. On avait le consommateur, bien entendu, qu'on voulait diriger vers les commerçants locaux. Mais de l'autre côté, on voulait aussi aider les commerçants, par exemple, à assurer une transition numérique qui se tenait. Puis quand je parle de transition numérique, je ne parle pas seulement du e-commerce, mais je parle, bien entendu, aussi juste le fait de s'afficher en ligne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire un répertoire de commerce qui était québécois. Donc, on a répertorié entre avril et juillet jusqu'à 20 000 commerces qui étaient de propriété québécoise. Par la suite, le gouvernement nous a demandé de faire des chantiers. On a conduit 8 chantiers sur l'avenir du commerce de détail. Je vais en parler un petit peu plus avant. Et en même temps aussi, on a, avant l'hiver, avant la période des fêtes, on a mis en place ce que je pourrais appeler un catalogue de produits. On a répertorié les produits de 2500 commerçants qui offraient des produits en ligne pour en faire une espèce d'outil de recherche pour voir justement, vous savez, on voit un peu le panier bleu comme un laboratoire, donc pour voir la réaction des consommateurs, comment les consommateurs allaient chercher les produits et comment on pouvait mettre de l'avant le détaillant à ce niveau-là. Et finalement, ben, on a déposé notre rapport sur l'avenir du commerce au mois de décembre au gouvernement et au mois de janvier, on a mis le rapport, je dirais, public, puis on a annoncé c'était quoi les next steps, les prochaines étapes. Donc, en fait, si on parle des chantiers, bien écoutez, les chantiers, ça a été 8 différents chantiers. On avait 80 experts sur les chantiers, à peu près des groupes de 10 par chantier. Ça comprenait des détaillants, mais ça comprenait aussi des gens qui sont en périphérie du commerce de détail, mais qui sont quand même très importants, soit des gens en logistique, des gens en marketing, des gens en technologie et autres.
Avec ces gens-là, on a fait des ateliers de travail. Mais il faut savoir aussi qu'on a fait des groupes de discussion avec des détaillants à travers le Québec, dans 16 régions. Et on a aussi fait des sondages auprès de plus de 4000 personnes, des sondages autant auprès des consommateurs que d'experts du milieu et d'institutions aussi et d'associations. Finalement, ben, on a déposé plus de 40 recommandations, 49 pour être précise, et on a déposé ça et on l'a rendu public au mois de janvier. Quand on parle des chantiers, ben en fait, il y a 8 chantiers, je vous dirais. Il y en a 2 qui sont vraiment pas plus importants, mais qui sont comme la fondation et le toit aussi de ça. Soit l'origine des commerces et des produits, parce que pour créer quelque chose d'assez important qui a un impact sur l'économie, ben, ce qu'on voulait faire, c'est qu'il fallait identifier justement les commerces de la meilleure façon possible et aussi autant que possible, s'en aller aussi vers l'identification des produits québécois pour leur donner de la valeur. Et la dernière chose, c'est la gestion de l'expérience consommateur qui est au cœur de toute cette réflexion-là. Parce que je vous dirais, une des faiblesses on peut avoir parfois au niveau du commerce électronique et des détaillants, c'est l'expérience. Parce que l'expérience maintenant est rendue, je vous dirais, assez standardisée. Les consommateurs sont habitués à l'expérience, je vous dirais, d'un seul endroit pour tout acheter, qui est le propre des places de marché internationales. Donc, en fait, les enjeux qui ont été, puis ça c'est un résumé des enjeux, là, je vous invite à lire le rapport, il est disponible en ligne sur lepanierbleu.ca. Mais les enjeux les plus importants, ça reste quand même la concurrence étrangère. On parle de 4 milliards de ventes qui sortent du Québec, qui sont envoyées vers des entreprises extérieures au Québec. Et comme vous le savez, 85% du placement média numérique qui se fait au Québec se fait sur des plateformes étrangères, pour ne pas les nommer Google, Facebook en grande majorité. Donc, c'est 1 milliard de publicité qui sort. Et finalement, comme je vous disais, l'expérience d'achat qui est offerte par les géants mondiaux, c'est rendu une norme pour le consommateur. Au niveau des enjeux internes, ben, écoutez, c'est très, très difficile, à moins de payer, pour avoir de la visibilité au niveau des détaillants. À moins que vous soyez une destination. Ce que j'entends par destination, c'est un détaillant majeur qui a pignon sur rue à bien des endroits au Québec. Souvent, il y a une force d'attraction qui fait que les gens se dirigent vers lui. Mais pour les autres commerçants, puis quand je parle d'autres commerçants, ce n'est pas nécessairement seulement les plus petits. Je vous parle d'entreprises souvent qui peuvent avoir 10 à 15 commerces qui ont pignon sur rue, mais ils n'ont pas la masse critique pour être visibles. Et bien entendu, ben, écoutez, ça demande des compétences, ça demande beaucoup de choses au niveau des détaillants. Puis ces compétences-là, ils les ont pas toujours. Puis quand ils vont en chercher, c'est assez difficile de les garder et de les motiver. Donc ça, c'est, je vous dirais, le plus gros des enjeux. Fait que la conclusion, en fait, du rapport, c'était que on peut pas compétitionner les joueurs internationaux en travaillant en silo, c'est-à-dire détaillant par détaillant, municipalité par municipalité, offre logistique par offre logistique. On doit mettre en commun les différentes forces vives du secteur. Ça, c'est un bienfait de la pandémie. On a vu énormément de résilience, mais aussi de partage, de solidarité entre les différents acteurs, autant au niveau logistique qu'au niveau du détail. Donc, pour nous, c'est important. Et fait que ce qu'on propose, en fait, puis c'est un peu ça les prochaines étapes, c'est de créer un écosystème numérique québécois qui répond aux besoins autant des commerçants que des consommateurs. Puis ça, c'est de commencer à mettre ça en place dès cette année. Quand on parle d'un écosystème, bien, écoutez, un écosystème, c'est plus que seulement une place de marché. C'est aussi toute la gestion des données personnelles qu'on peut faire à travers une plateforme comme ça, puis comment l'utiliser de la bonne façon pour créer de la valeur auprès des consommateurs et des commerçants. Il y a bien entendu l'efficacité logistique, on ne le dira jamais assez, la logistique est le nerf de la guerre au niveau du commerce électronique. Une alternative publicitaire, on aimerait ramener des publicitaires, des médias à travailler avec nous pour venir sur une plateforme commune. Et bien entendu, c'est un fil conducteur tout le temps, c'est de trouver une meilleure façon d'identifier les commerces et les produits québécois. Je vais sauter vite à vous parler des échéanciers et des livrables. En ce moment, comme disait Michel, on est en partenariat avec Desjardins et la Banque nationale. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est en train de développer un modèle de gouvernance pour cet écosystème-là.
Et bien entendu, on veut créer un écosystème qui est rentable et qui est viable. Il faut vérifier les technologies qui sont nécessaires. Puis ça, une bonne nouvelle, c'est que, vous savez, le Québec est leader souvent au niveau du commerce électronique. Donc, il existe déjà des technologies. On veut pas, comme je vous disais tantôt, on veut mettre en commun les forces du marché. On ne veut pas réinventer la roue non plus. Quand je parle d'engager des partenaires, ben, écoutez, aujourd'hui, ben, c'est une façon d'engager des partenaires. Parce qu'on le sait qu'on ne réussira pas à faire ça tout seul. On a besoin de financement, c'est certain, mais on a besoin aussi de l'appui des différentes communautés. Fait qu'on travaille, on fait des présentations, puis on discute avec l'Union des municipalités, la Fédération québécoise des municipalités, le CQCD, le Conseil canadien du commerce de détail. On essaye de travailler avec tous les joueurs sur le marché. Et bien entendu, ce qu'on veut, c'est trouver du financement, comme je vous disais, parce que c'est une grosse ambition. Une ambition, bien entendu, ça fonctionne comme ça. Et le gouvernement n'a pas l'intention de devenir propriétaire d'un écosystème. Le gouvernement est là pour appuyer la démarche. D'ailleurs, le gouvernement a été celui qui a mis de l'avant la démarche avec le panier bleu. C'est le ministère qui s'est engagé à ce niveau-là. Mais les étapes subséquentes, bien entendu, doivent impliquer la participation du privé. Ça, je dirais que c'est une phase sur laquelle on travaille pour les prochains mois. Je vous dirais, on vise le 1er mai d'avoir justement la conception complète du modèle avec du financement pour nous accompagner. Je sais que le 1er mai, c'est demain, mais on fonctionne toujours comme ça. Et pour la suite, ben, ce qu'on voudrait, c'est déjà avoir la possibilité d'ouvrir la dite place de marché dès l'automne 2021, soit avant Noël. Et ça ne veut pas dire qu'on va avoir 3 millions de marchands ou 4 millions de produits sur la plateforme au mois de, par exemple, d'octobre ou de novembre. Mais l'idée, c'est de commencer à créer vraiment un noyau où il y a un branchement avec autant des détaillants que tout le service de livraison, que tout je vous dirais, le côté marketing de ça, etc. Ça, on vise ça à l'automne 2021. Et finalement, bien entendu, ce que vous savez, c'est que par la suite, ce qu'on veut, c'est évoluer cette plateforme-là. Je dirais, c'est un projet qui a une visée d'environ 18 à 24 mois à partir du début de la réalisation. Ceci étant dit, je vous ai passé très, très vite à travers les différentes étapes. Là, ce que j'aimerais vous présenter, c'est une version, si je peux me permettre, dessinée de ce que je vous ai présenté, qui explique un peu plus. C'est une vidéo qu'on avait faite suite au rapport, qui s'adresse directement aux commerçants. Fait que je vous invite à regarder cette vidéo. Et je reviens par la suite. C'est un secret pour personne, le commerce de détail est à un point tournant. Et encore davantage en cette période de pandémie où le virage numérique est devenu crucial pour survivre. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour se tenir debout face à la compétition internationale? Aux 25 coins et raccoins du Québec, nous avons rencontré des entrepreneurs, propriétaires de petites, moyennes et grandes entreprises, mais aussi des experts et des chercheurs universitaires. Suite à ces discussions, 8 chantiers majeurs ont été mis sur pied, couvrant tout ce qui touche de près ou de loin au commerce de détail. Sujet capital, le virage numérique a été réfléchi, évalué et réévalué. Maintenant, il est temps d'agir. Et les chantiers, c'est un plan clair et concret pour agir aujourd'hui. Vous, les détaillants, êtes bien sûr au cœur de ce plan. Mais vous n'êtes pas seuls. Des actions concrètes visent tous les joueurs du milieu et le gouvernement afin de vous aider de façon optimale à vous faire découvrir. Parmi ces tâches, mettre en commun les forces vives de chaque secteur et de chaque région en appui aux commerçants et mettre en place une infrastructure de services numériques pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites de mieux, servir vos clients. Le moteur derrière ces actions, le panier bleu, avait pour objectif de faire naître un mouvement et ce mouvement est maintenant en marche. Forts de leurs expertises, les 80 membres des chantiers ont développé un itinéraire clair en route vers la plateforme de magasinage en ligne réservée aux détaillants québécois. Si les géants mondiaux ont tendance à avaler l'identité des entreprises au profit de leur propre enseigne, au contraire, les chantiers mettent les commerces d'ici en vedette. C'est vous qui êtes dans la vitrine. Que votre présence numérique se limite à un site web des années 90, une page Facebook ou jusqu'au NEC plus ultra, que vous soyez seul dans votre boutique ou à la tête de 2000 employés, les chantiers ont mis au point une feuille de route simple dont l'objectif est tout aussi limpide. Créer un écosystème numérique afin de propulser le commerce de détail au Québec. Les solutions pour bien se positionner numériquement n'ont jamais été aussi accessibles.
Votre moment pour entrer dans la parade, c'est maintenant. Pour une fois qu'on parle de chantier visant à augmenter le plus possible le trafic et que c'est une bonne nouvelle. Merci de votre attention. Écoutez, je sais que j'ai lancé beaucoup d'informations très rapidement. L'objectif, c'est de partir une conversation et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est une démarche qui va être faite en toute transparence parce que de toute façon, on a très bien expliqué où est-ce qu'on voulait aller, où est-ce qu'on voulait se rendre. Et au fur et à mesure des développements, ben, on se fera un plaisir de vous mettre au courant. Donc, merci. Fait que je suis ouvert à toute discussion. Bien, merci beaucoup, Alain. D'abord, je tiens à dire à tout le monde, on se croisait les doigts parce que Alain est dans les Laurentides. Alors, c'était comme un test, n'est-ce pas, sur l'accès à l'Internet en région. Ça a tenu le coup. Et si jamais ça se reproduit, là, des fois, Alain, il y avait des petits glitches, mais si ça se reproduit, je pense que tout va bien. Tout est sous contrôle. Alain, j'aimerais qu'on revienne et je vais faire un peu là, la démarche dès les premières questions qu'on s'est tous posées pour voir comment tu vois là, ce qu'on a accompli puis ce qui reste à accomplir. Rappelons-nous, très rapidement, il y avait été question de dire, OK, qu'est-ce que c'est un produit local? Qu'est-ce que c'est le local? Et il y avait des gens qui avaient tout de suite dit, si je suis une boutique qui appartient à des Québécois, mais que je vends des choses qui proviennent de l'étranger, de Chine par exemple, est-ce que je suis un produit local? Si à l'inverse, je suis quelqu'un qui fabrique ici des objets dont les intrants viennent de l'étranger et qui par la suite sont vendus chez Walmart, est-ce que je suis un produit local? Puis si évidemment je produis ici à partir d'intrants d'ici, est-ce que je suis plus local que les autres? Il y avait été question de ces fameuses teintes de bleu. Comment tu vois l'évolution de ces produits, de ce qui est de la définition du local? Est-ce que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est simple de s'y retrouver? Est-ce que je corresponds à la définition de local? En fait, je dirais que c'est tout sauf simple. Je dis toujours à la blague, si vous êtes avec un groupe d'individus puis la conversation ne lève pas, ben, vous pouvez leur demander de vous exprimer qu'est-ce qu'un produit local. Si vous avez 10 personnes, vous risquez d'avoir 10 définitions différentes. Nous, lors des chantiers, ce qu'on a fait, on a créé un chantier directement à ce niveau-là. Quand le panier bleu a été lancé, il faut comprendre, ce qui a été lancé le 5 avril, ça a été lancé et fabriqué en 2 semaines comme produit. Fait que le site a été construit en 2 semaines. À l'époque, la définition d'un commerce local avait été simplifiée à sa plus simple expression, c'est-à-dire un commerce qui appartient à des intérêts québécois. Et ça, on entendait établissement parce qu'on ne voulait pas non plus empêcher un commerçant qui avait, par exemple, une enseigne étrangère de ne pas pouvoir s'identifier comme commerçant québécois parce qu'il reste que c'est un propriétaire québécois qui engage les Québécois, etc. On n'est pas embarqué, nous, au départ, sur le produit. La mission était simple pour le panier bleu, c'était d'encourager l'achat local, c'est-à-dire dans un commerçant local. Avec les chantiers, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé aussi vers le produit parce qu'il y a un grand intérêt pour les consommateurs de savoir le produit local ou pas. Ceci étant dit, c'est très, très complexe. Vous savez, il existe déjà des qualificatifs. Aliments du Québec est probablement celui qui est le plus connu, mais ça a demandé des années d'efforts pour permettre d'identifier ces produits-là. Fait que nous, on s'est donné le défi, à travers le nouvel écosystème, d'y aller secteur par secteur et trouver une façon de définir les produits et aussi de refaire la définition d'un commerce local parce que moyen pour le commerce local aussi de donner des teintes de bleu. Fait que je vous dirais que ça, c'est vraiment un work in progress. C'est un travail à longue haleine parce qu'on n'a pas nécessairement toutes les informations, mais c'est quelque chose qui est très, très important à moyen terme. Peut-être juste rapidement, parce qu'on a tous les deux le réflexe d'utiliser le mot produit. Des gens ont dit, le panier bleu, est-ce que ça s'adresse aussi aux services, les services bleus? Et donc, si moi, je suis une boutique de services au Québec, est-ce que je peux m'offrir sur le panier bleu? Et deuxièmement, c'est des gens ont dit, est-ce que le produit ou le service, c'est que dirigé vers le grand public ou si je peux être dans ce qu'on appelle le B2B, donc des services aux entreprises ou des produits visant des entreprises? Qu'est-ce que vous couvrez dans le panier?
En fait, la mission initiale du panier bleu était vraiment d'encourager le commerce de détail québécois. Donc, on a vraiment focusé. Je vais vous avouer tout de suite qu'on a lancé le panier bleu. Les entreprises de services, en fait, les entreprises de tous les secteurs nous ont approchés pour dire est-ce qu'on pourrait avoir notre propre secteur dans votre plateforme, et etc. Je vous dirais que c'était pas une mauvaise idée, mais ceci étant dit, on n'avait qu'une seule mission, c'est le commerce de détail. Donc, on a vraiment mis l'emphase sur les commerçants de détail. Pour ce qui est ce qu'on appelle le B2B, effectivement, il y aurait une valeur à aller dans cette direction-là. Je sais que le gouvernement travaille aussi dans cette direction-là. Et nous, on travaille aussi, je vous dirais, en collaboration avec les gens du ministère pour voir si on commence à qualifier les entreprises québécoises, on devrait au moins s'assurer d'avoir les mêmes calculs pour dire qu'est-ce qui est un commerce québécois, par exemple, je dis n'importe quoi, bleu foncé par rapport à un commerce québécois bleu pâle. Et après ça, de mettre en relation les types de commerce ensemble. Donc, ça fait partie de la réflexion. Mais le panier bleu, en tant que tel, n'a pas été défini pour faire du B2B ou du service. Parfait. Maintenant, quand on regarde le cœur de votre business, là, ou de la business du panier bleu, on n'a pas parlé de chiffres, mais il y a quand même une logique de chiffres. C'est-à-dire, moi, je vais y aller si je sais qu'il y a beaucoup d'offres, qu'il y a beaucoup de produits, que j'ai du choix, que ce que je recherche, je vais le retrouver. Et donc, comment tu évalues à la fois le nombre de produits qui sont offerts, pas de produits, le nombre de commerces que je vois, et deuxièmement, l'information que j'ai sur les produits que je veux acheter dans ces commerces-là. Comment ça peut m'être vraiment utile comme consommateur? Et peut-être en deuxième point, c'est quoi le nombre de visites qu'on a? C'est quoi le nombre d'usagers qui viennent à chaque jour ou à chaque semaine? Autrement dit, comment t'évalues, toi, la performance quant à l'offre puis quant à la fréquentation? En fait, il y a deux choses. Premièrement, comme je disais, la mission était de faire la... Fait que le site en lui-même était une action en soi. On s'est servi, par exemple, Quand on est allé chercher les commerçants pour leur demander de s'inscrire, où on s'est rendu, maintenant, je crois, on était à 25 ou 28 000 commerçants différents, l'idée aussi, c'était de trouver une façon de leur parler directement. Fait qu'on a les adresses courriels, par exemple, de ces gens-là, et on leur envoie des informations parce qu'on veut les aider à faire une transformation numérique tranquillement, pas vite. On a vraiment deux consommateurs pour nous. Il y a le consommateur direct, qui est notre client, mais il y a aussi le détaillant à ce niveau-là. Au niveau du site web, c'est certain que quand on est allé avec les commerçants seulement, on savait que c'était limitatif, mais on avait besoin de cette information-là pour générer après ça une suite. Puis c'est pour ça rendu au temps des fêtes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un catalogue et on est allé chercher les différents inventaires de produits qui étaient vendus par les commerçants sur le web, les commerçants québécois. Donc, les commerçants qui étaient enregistrés au panier bleu et qui offraient du commerce électronique, on est allé chercher leur inventaire. Ce qu'on a réussi à faire dans le temps des fêtes, c'est de monter jusqu'à 2 millions de produits avec plus de 2500 détaillants différents. Ce que ça a permis, ça a permis vraiment d'avoir une masse critique qui fait que si vous allez sur panier bleu au niveau du produit, vous allez trouver des produits que vous cherchez. Il y en a d'un paquet de commerçants. Au niveau de l'achalandage, on a connu, bien entendu, avant les fêtes, une période, je vous dirais, on a eu entre 200 et 300 000 visiteurs uniques durant la période des fêtes. On a eu des millions de pages de recherche qui ont été faites. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a vraiment eu des gens qui ont cliqué vers des produits qui sont allés acheter chez les commerçants. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les commerçants, j'en parlais tantôt, les commerçants ont beaucoup de difficultés à avoir de la visibilité. Fait qu'on a des petits commerçants, par exemple, qui ont eu jusqu'à 3 fois plus de ventes que par le passé, le fait qu'ils étaient mis sur le catalogue. Et l'autre chose aussi, ce qu'il faut le dire, c'est que ça a fait comme une force d'entraînement dans la mesure où le fait que le marchand était plus vu, ben, il a été vu à l'extérieur aussi de sa région, ce qui a donné de la visibilité à l'extérieur de sa région. Fait que je dirais, mais c'est quand même pour ça, suite à ces étapes-là, c'est pour ça qu'on sait qu'il y a une valeur à avoir une masse critique de détaillants, mais ce qu'on veut, c'est ramener les détaillants dans un univers où le consommateur, par exemple, va pouvoir faire une transaction multi-détaillant
sans avoir 3 transactions à faire, sans avoir 3 livraisons à faire. Vraiment lui ramener l'expérience d'une place de marché internationale. Très bien. On migre vers un des grands défis, tu le dis toi-même, c'est d'arriver à un site transactionnel où ça va être simple pour... puis on va les nommer, là. Si je vais sur Amazon, ben j'ai plein de produits qui me sont offerts. Puis à un moment donné, moi, je ne sais pas comment le paiement se fait, mais je l'achète, puis je m'entends avec la compagnie sur une date de livraison, comment ça va marcher. Donc, quelque part, ce qu'on veut offrir, puis là, je te pose la question, est-ce que c'est une expérience semblable? C'est-à-dire que je vais sur le site Panier Bleu, qui devient transactionnel ou qui l'est déjà, et là, je peux faire une transaction sur ce site. Je ne me casse pas la tête à savoir si à la fin, ça va vers telle ou telle compagnie, et ma transaction, elle est là, elle enclenche le processus, et du point de vue du consommateur, c'est la chose la plus simple possible. Où est-ce qu'on en est rendu par rapport à ce modèle-là? Mais en fait, c'est exactement le modèle qu'on est en train de conceptualiser en ce moment. Parce que c'est là que la barrière, le standard est rendu maintenant. Fait que les consommateurs s'attendent à ce genre d'expérience-là. Ceci étant dit, ce qui est intéressant de la démarche qu'on a fait avec les chantiers, c'est qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas besoin nécessairement de réinventer des services. On parle de l'aspect logistique qui est probablement l'aspect le plus compliqué. Il y a énormément d'entreprises qui offrent des services logistiques au Québec, principalement dans les grands centres, bien entendu, mais il y en a énormément. Fait que nous, c'est comment on peut faire de réunir ces offres-là pour les faire travailler ensemble. Fait que je te dirais, ce que tu as exprimé, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. C'est de donner du côté du consommateur une expérience qui est à l'Amazon, du niveau du commerçant, une façon de transiger dans un endroit qui devient une destination. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est là que s'arrête, je dirais, la comparaison avec Amazon. Nous, ce qu'on veut faire, par exemple, c'est une place de marché où le détaillant existe. C'est-à-dire qu'il n'est pas relégué seulement derrière ses produits. Et il y a une notion qu'on a essayée avec le catalogue en ligne qu'on croit qui est très porteur. Tu le sais, la plupart des gens en parlent. Le commerce électronique, à un moment donné, va être confronté, je dirais, moi, à un questionnement par rapport à l'environnement. Nous autres, ce qu'on pense qu'on peut faire, parce qu'on veut aussi valoriser le commerce physique, ce qu'on veut faire, c'est de permettre aux consommateurs d'acheter avec la connaissance d'où part le produit. Fait que ce qu'on veut, c'est ramener une notion de magasinage de proximité à l'intérieur d'une place de marché. Ce que normalement les places de marché, en fait, je ne connais pas de places de marché qui font ça, parce que souvent vous achetez, par exemple, chez Amazon, puis tu ne sais pas exactement d'où est-ce que ça vient, tu ne sais pas exactement qui est-ce qui le vend. Fait que ce que tu magasines, c'est un prix. Tu n'as pas l'impression de faire un geste, par exemple, responsable, quoi que ce soit. Nous autres, ce qu'on aimerait donner, c'est la notion de proximité, c'est-à-dire le produit que tu viens d'acheter, tu peux l'acheter le plus près possible d'où est-ce que tu es en ce moment. Dans les enjeux qu'on a entendus au cours de l'année, c'est il y a d'autres endroits, il y a d'autres sites qui existent et qui répondent en partie à cet objectif de donner accès à une place de marché locale. On le voit dans le domaine, par exemple, des forfaits de voyage. Il y a des sites qui sont des plateformes, puis là, à un moment donné, il y a un site qui dit « Moi, je suis la plateforme des plateformes. Venez chez moi, puis à travers le moteur, vous allez pouvoir trouver le produit, peu importe les autres plateformes. » Est-ce que Panier Bleu devient ou peut devenir une plateforme de relais ou d'intégration de tous ces autres joueurs qui ont déjà des plateformes et qui ont des fois une existence qui précède le Panier Bleu et qui ont dit dans l'année, ben moi j'existe aussi, puis moi j'offre déjà en partie ça. Comment on compose avec ces possibilités-là qu'offrent d'autres sites de marché au Québec? En fait, c'est une très bonne question. C'est même plus large que ça, c'est que j'ai rencontré beaucoup de détaillants au cours des discussions, puis les détaillants qui ont déjà des solutions, puis ils ne veulent pas avoir une deuxième solution, quelque chose comme ça. Donc, nous autres, notre rôle, c'est d'être un connecteur de ces solutions-là. L'idée, c'est de dire, tu peux avoir ta propre vitrine, mais ça ne t'empêche pas de faire partie d'une vitrine commune, puis tirer profit de cette vitrine commune-là. Fait que ça, c'est le défi, je dirais, au niveau technologique. C'est-à-dire, c'est encore là, c'est pas de multiplier le travail à faire,
c'est de trouver une façon, justement, de lier ces différentes choses-là. Fait que ça, c'est bon autant pour... Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est appuyer les commerçants, peu importe le niveau de maturité numérique. C'est-à-dire que le commerçant qui n'aurait aucun site de vente en ligne en ce moment pourrait probablement adhérer à une plateforme comme ça sans avoir besoin d'aller ailleurs. Celui qui en a déjà une devrait pouvoir aussi être là sans avoir besoin de doubler son travail. Puis je peux voir ça là, à toutes les sauces là, et toutes les grandeurs de sites qu'il peut y avoir. Fait que nous autres, ce qu'on cherche vraiment, c'est à fédérer justement les différents sites de commerce. On est toujours en train de migrer vers la complexité du processus. On l'a dit, puis tu l'as abordé tout à l'heure, il y a l'enjeu de la livraison. On le sait, ça devient, en fait, c'est toute la logistique. Donc, tu en parles parce qu'on le voit bien, il y a des joueurs québécois qui se positionnent. Il y a une initiative de la Ville de Montréal, je pense que ça s'appelle Colibri. Bref, il y a plusieurs possibilités qui émergent de la livraison. Je vais t'amener sur la question de l'entreposage. Un des enjeux du commerce en ligne et du commerce de détail qui est lié à la rapidité, c'est aussi lié à des lieux physiques où on entrepose et d'où ça peut être très, très, très rapide de partir de la livraison. Là, je te pose la question, j'imagine que Panier Bleu n'a pas comme ambition de dire « moi, je vais offrir ces capacités-là », mais j'imagine que dans toute la logistique des choses, vous devez vous préoccuper de dire « OK, c'est pas juste la transaction et la livraison, mais il y a peut-être aussi entre les deux une étape qui est essentielle, qui est comme un lieu d'agrégation de l'entreposage pour tous les petits joueurs dans tous les marchés. » Comment vous abordez cette question-là? Mais en fait, puis ce que tu expliques, c'est exactement la chose sur laquelle on est confronté. Je me rappellerai tout le temps, une des premières conférences de presse que M. Fitzgibbon a fait avec le Panier Bleu. Il y a un journaliste qui lui a demandé si on allait avoir un poste Québec. C'est complètement à l'inverse de ce qu'on veut créer. Ce qu'on veut faire, c'est aller chercher justement ce qui existe déjà, puis de voir comment on peut les faire travailler ensemble. Fait que si je faisais le parallèle, la place de marché, c'est comme une façon de mettre toute l'offre, je dirais, au niveau du détail pour le consommateur. On peut penser à une espèce de parallèle d'une espèce de place de marché au niveau logistique aussi. C'est-à-dire que les commerçants pourraient... Il y aura toujours des commerçants qui vont envoyer directement de leur magasin. Il y a des commerçants qui veulent avoir accès à des entrepôts. Il y a des commerçants qui sont seulement en mode entrepôt, etc. L'idée pour nous, c'est aussi d'avoir un connecteur qui fait que ça ramène justement toute cette offre logistique-là au même endroit. Puis il faut pas se mentir, les grandes plateformes internationales fonctionnent de toute façon. Vous savez, Amazon livre à travers, par exemple, Post Canada, Pearl Later, etc. Ils travaillent avec des compagnies québécoises. L'offre est là, et c'est juste de voir comment on peut l'agréger et la mettre ensemble, justement. OK. Donc, on voit le concept, puis tu as dit, dans bien des cas, on est encore à l'étape de conceptualisation, puis on a dans les prochains mois des choses qu'on va livrer. On va parler du nerf de la guerre, l'argent. Beaucoup de gens, depuis le début du Panier Bleu, quand je donnais une vision utilitaire de la chose, m'ont dit « Michel, arrête, on n'aura jamais les moyens. Regarde comment ces grands joueurs internationaux investissent. » Puis nous, on va arriver avec 3, 4, 500 000 $, puis on va dire, ça y est, nous autres, on va réussir. J'aimerais que tu nous situes par rapport aux besoins financiers reliés à l'ambition qu'on exprime, reliés à ce qu'on a à faire. Puis à partir de ces besoins financiers-là, que tu nous dises, OK, y a-t-il des gestes à poser? On a vu que la Banque nationale puis le Mouvement Desjardins ont répondu présent. Mais qu'est-ce qu'on attend du privé comme financement? Puis je vais t'amener après pour notre ami Pierre Fitzgibbon. Est-ce que le gouvernement y consacre assez de ressources compte tenu des ambitions qu'on a? Mais revenons au début sur ton évaluation des besoins financiers pour qu'on livre ça. OK. Chose, c'est ça demande des besoins financiers importants. On parle de plusieurs millions de dollars. Le problème qu'on a toujours eu au Québec, c'est que on veut compétitionner. On veut se positionner, on sait qu'il faut bouger,
malheureusement, on n'a jamais vraiment, je vous dirais, mis l'épaule à la roue au niveau financement. On y va toujours d'une façon un peu frileuse, parce qu'effectivement, on voit les grands groupes, puis on va encore nommer Amazon, avec les dizaines, les centaines de millions et les milliards de dollars, le nombre d'années qu'ils ont travaillé là-dessus, on se dit toujours, on ne sera jamais capable de compétitionner ça. C'est pour ça qu'on positionne ça, nous autres, plus au niveau, je vous dirais, d'alternative à des géants mondiaux plutôt que d'attaquer un géant mondial. Ce qu'on essaye, c'est pas de créer une autre plateforme. On essaye de créer un point fédérateur des différents acteurs du milieu. Pour ce qui est des technologies, je vais vous avouer que ça fait 25 ans que je fais du commerce électronique. Il y a 25 ans, je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ça, même avec quelques millions. Ça me prendrait beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, il existe des technologies. Et je pense que ce qu'il faut le regarder, c'est ce qu'on essaie de créer. Ce n'est pas une innovation technologique. C'est une innovation au niveau du modèle d'affaires. C'est dire que pour compétitionner à armes égales avec ces joueurs-là, c'est basé sur l'expérience puis le end-to-end au niveau de la transaction. C'est là-dessus qu'on va travailler. C'est certain que le gouvernement a financé le panier bleu pour faire la promotion de l'achat local. On a fait ce qu'on a pu avec l'argent qu'on avait et c'était quand même visionnaire parce que personnellement, je trouve que le panier bleu nous a amené énormément d'informations pour pouvoir aujourd'hui proposer peut-être une alternative puis avoir l'ambition de ce qu'on va proposer. En contrepartie, c'est certain que le gouvernement ne veut pas créer, devenir propriétaire d'un écosystème. Fait qu'on se tourne effectivement vers le privé au niveau financement. La seule chose que je dois dire aussi, c'est qu'il y a deux choses au niveau financement. Il y a le financement, je dirais, sonnant pour réaliser ce qu'on veut, mais il y a le deuxième financement que je dirais qui est le financement de participation, d'engagement, et la participation de rayonnement. C'est-à-dire que si on réussit à monter un montage financier pour faire ce genre de choses-là, puis que ça peut être assez fédérateur, bien en fait, c'est ce qu'on compte, c'est qu'on compte sur les différentes associations, les différentes municipalités, les SDC, etc., pour qu'ils nous aident justement à atteindre notre objectif. Puis ça, c'est pas nécessairement à coût de dollars, c'est plus en coût d'appui. On parle de logistique. En région, il y a probablement des capacités logistiques à développer, des choses comme ça. Et c'est là, je pense, qu'on peut se faire aider beaucoup par les différents groupes. Juste pour peut-être aider à préciser, puis il y a un appel à l'action là-dedans. Je le disais d'entrée de jeu, Banque nationale, Desjardins sont devenus partenaires, investissent. Si je te disais, pour que tu lances un message, ce serait dans quel secteur tu as besoin de partenaires là, qui vont lever la main tout de suite et qui vont venir contribuer? Tu viens de parler de la logistique, peut-être en région, mais je te dirais, c'est quoi les prochains partenaires privés que tu aimerais voir chez vous? Ben, en fait, c'est certain que quand on prend les groupes financiers comme Desjardins et Banque nationale, ils sont là parce que pour eux autres, c'est une façon de favoriser justement l'économie locale. C'est sûr que nous, on parle de logistique, on parle aussi beaucoup de technologie, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires technologiques, on en cherche aussi. Et aussi, on est en discussion aussi avec des groupes médias pour que les groupes médias peut-être viennent, je dirais, on board. Mais il faut le dire, il y a tous les détaillants du Québec. Il y a une volonté au niveau des détaillants. Puis les détaillants, pour nous, ça se trouve à être une source de partenariat important pour nous. Fait que, ceci étant dit, on est en conception, on est en montage aussi au niveau financier. Mais ceci étant dit, on est ouvert, je vous dirais, on est ouvert à toute proposition à ce moment-ci. Okay. Je vais les nommer, là, puis c'est juste parce qu'ils me viennent rapidement à l'esprit, mais les Aldo, les Structube, les La Vie en Rose, des compagnies phares ici qui sont des détaillants, ça, tu aimerais ça s'ils ne sont pas déjà là, qu'ils le viennent, puis s'ils sont déjà là, c'est avec eux que tu construis la solution? Ben, en fait, ce qu'on veut s'assurer, nous, c'est qu'on veut vraiment fédérer tout le monde autour d'une seule initiative. Fait que c'est certain qu'on ne vise pas seulement parce qu'on pourrait créer une espèce de place de marché de petits détaillants qui souvent sont oubliés, mais on va aller plus loin que ça. On veut donner aussi aux grands détaillants.
Donc, nous, quand on parle aux détaillants, on parle autant aux gros qu'aux petits. Et je vous dirais que jusqu'à maintenant, la réponse est très favorable. Ceci étant dit, il faut qu'on définisse un modèle aussi qui est respectueux des détaillants, puis qui les aide aussi à mieux performer aussi. Tu l'as dit tout à l'heure, l'idée, c'est pas que le gouvernement du Québec devienne propriétaire d'une place de marché. En même temps, l'impulsion et peut-être le nerf de la guerre, ça a aussi été l'engagement du ministre Fitzgibbon. Il y a un budget provincial qui s'en vient dans quelques jours, là. Le ministre Girard va donner des signaux très clairs. Est-ce que tu t'attends, toi, à ce que le gouvernement du Québec, dans la prochaine année, revienne avec des enveloppes additionnelles pour financer dans les prochaines étapes? Ben, en fait, nous, ce qu'on s'attend, c'est ce que le ministère nous a demandé, c'est suite. Parce qu'il faut le dire, là, le panier bleu travaille avec la Banque nationale et Desjardins afin de monter le concept. La participation du panier bleu est subsidiaire du gouvernement, bien entendu. C'est le gouvernement qui a une vision d'aller dans cette direction-là. C'est certain que nous, on s'attend à monter un modèle financier et comme tout projet qui a un impact sur l'économie, je dirais, provinciale, locale et régionale, ben, effectivement, on va sûrement aller cogner à la porte du ministère pour lui dire qu'il pourrait être un partenaire. Mais on s'attend d'ailleurs qu'il nous appuie dans notre démarche, là. Mais ceci étant dit, ça reste quand même nécessaire d'avoir du financement privé. Peut-être, Alain, en terminant, puis ça peut nous aider à avoir une vision. J'imagine qu'on n'est pas les seuls Gaulois sur la planète qui se sont dit on va essayer de s'organiser puis d'avoir une initiative pour concurrencer ces grands géants, ces grandes plateformes internationales. Tu t'inspires de où? Est-ce que nos amis français, est-ce qu'ailleurs dans le monde, il y a des initiatives qui sont semblables, peut-être qui sont déjà plus avancées et qui pourraient nous guider un peu sur les prochaines étapes? Comment on se situe dans cet univers de tous ceux sur la planète qui doivent se dire comment je favorise l'achat local? OK. C'est une très bonne question parce que la pandémie a créé une espèce de mouvement social pour l'achat local. Puis ça, je dirais qu'il y a autant de couleurs de panier qu'il y a de pays au monde, là, parce que tous les pays à peu près ont fait des initiatives de type panier bleu. En ce moment, les pays, il y a eu des initiatives, et on l'a vu au Québec aussi, il y a eu beaucoup d'initiatives locales au niveau du commerce de détail en voulant favoriser l'achat local. Et tout le monde à peu près dans le monde ont travaillé dans cette direction-là. On voit certaines initiatives apparaître à travers le monde. On a parlé à des gens, par exemple, effectivement en France, on a regardé. Je vous dirais que tout le monde est à peu près au même endroit. On cherche le secret de la sauce, en fait. On cherche à voir comment on peut le faire de façon intelligente. Nous autres, on pense, comme je disais tantôt, notre innovation, c'est plus un modèle d'affaires qu'un modèle technologique, parce que la technologie, c'est à peu près partout. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est d'arriver avec un modèle d'affaires qui se tient, puis ce modèle d'affaires-là, on pense même qu'il est exportable par la suite. C'est-à-dire que on est déjà en communication avec des groupes à l'extérieur du pays et même à l'intérieur du Canada. Et il y a une grande réflexion qui est là-dessus, mais je dirais que, puis on peut en être fier, on est peut-être, je vous dirais, à l'avant de la parade à ce moment-ci. On voit certaines initiatives qui se font, mais souvent, ce sont des initiatives de regroupement de commerçants, par exemple, qui ont fait une place de marché, par exemple, pour 10 ou 12 enseignes, des choses comme ça. Mais je vous dirais que l'ambition qu'on a, puis je serai le premier à le reconnaître, c'est une grande ambition, mais je pense que ça vaut la peine. On est à un moment, je dirais, privilégié au niveau de la pandémie. La pandémie a créé un sentiment d'urgence, un sentiment de solidarité entre les différents intervenants. Je pense que s'il y a un temps pour essayer de mettre en place quelque chose d'aussi ambitieux que ça, je pense que c'est le bon temps. Mais ceci étant dit, on regarde ce qui se fait dans le reste du monde aussi. Là. On s'inspire mutuellement tout le monde. Bien, merci beaucoup. Je nous suggère qu'on se fixe une date, quelque part peut-être en septembre. L'idée étant que c'est un projet intéressant, puis je suis bien d'accord avec le dernier commentaire, c'est un petit peu comme c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que c'est probablement dans cette année-ci qu'on réussit à offrir cette solution-là qui fonctionne,
Ou si ça ne réussit pas, ben, j'ai bien peur que l'année prochaine et dans les suivantes, on va revenir à des anciens réflexes. Alors donc, gardons le cap. Donnons-nous un rendez-vous dans quelques mois. Je vais dire pour tous ceux qui nous écoutent, si ça vous intéresse, la semaine prochaine, on a les rencontres sur l'intelligence artificielle, 18-19 mars. Et on fait ça avec le Forum IA Québec et Scale AI. Et donc, vous vous souviendrez, depuis plusieurs années, il y a un moment très fort où on fait le point sur toutes nos stratégies et l'état de l'écosystème en intelligence artificielle. Cette année, c'est très axé sur les solutions concrètes vers les entreprises. Donc, je vous invite, c'est la semaine prochaine. Manquez pas ça. Et encore une fois, merci beaucoup à Alain Dumas. Merci pour l'initiative Panier Bleu. Et on fait le suivi plus tard dans l'année. À bientôt. Plaisir d'y être. Merci pour l'invitation.